Donc voilà, moi je vous présente Gudmundur Andri Skulason. Voilà, il a un nom difficile à prononcer pour nous, mais on est très content qu'il soit venu parce qu'il nous vient d'Islande et voilà, j'espère que notre accueil va être suffisamment chaleureux que pour qu'il revienne une prochaine fois encore. Alors donc, il va nous parler, donc il fait partie du Forum civique d'Islande et il va nous parler de son beau pays, de la crise, de la manière dont ils ont effectivement demandé des comptes à leur gouvernement et aussi sur le référendum qui s'est passé chez eux. Donc voilà, vous avez la parole. Hello everyone, my name is Gudmundur Andri Skulason. Understandably, people prefer to call me Gandhi. Voilà. Bonjour à tous. I'm just trying to speak and my friend over here is les gens préfèrent m'appeler Gandri, c'est nettement plus facile que mon nom complet. Moi je suis personnellement le traducteur, donc on va faire quelques phrases comme Marie-Rose l'a dit et ça va aller. Alors Gandri est venu aujourd'hui ici pour finalement jouer le rôle du diable. Il doute que tout le monde dans cette salle sera d'accord avec tout ce qu'il va dire aujourd'hui. But let's find out. That's why we're here, right? We are going to discuss things. Yesterday, we had a referendum in Iceland about a new constitution, and I lost, so to speak. Hier, il y a eu un référendum en Islande, un référendum sur une nouvelle constitution, et monsieur ici l'a perdu, en quelque sorte. Il a participé, il a perdu. Le mouvement a commencé avec une très belle idée, mais cela s'est terminé dans un vrai débat politique. Et ce débat a mené à une proposition pour une nouvelle constitution qu'il considère comme sans fondement. C'est également l'avis de certains hommes politiques, d'avocats, de gens du peuple. Alors maintenant, on va demander aux gens, ou donner plus de pouvoir aux gens, mais on va également leur demander de montrer beaucoup plus de sens de responsabilité, d'avoir un avis. Yeah, you have everything there. Yeah. Okay. How many of you don't understand English? Okay. You understand that one. Okay. Bien, alors, durant ce référendum, 50% des habitants d'Islande sont venus voter. Et ces 50%, 60%, donc 60% des participants ont voté pour une nouvelle constitution. Cela va mener maintenant à des débats dans le Parlement qui vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais d'où vient-on? Bien, en 2008, il y a eu une crise financière en Islande et ça a mis pas mal de gens en colère. Et les gens ont commencé, les habitants d'Islande ont commencé à accuser toutes sortes de choses. Et la dernière personne ou la dernière instance qu'ils ont accusée, c'était finalement eux-mêmes. Ils ont demandé une nouvelle constitution, ils ont mis les banquiers en prison, ils ont demandé des réformes financières, et puis, in fine, ils ont également demandé à ce qu'on voit les propres responsabilités des Islandais. Well, that everybody should be held accountable except for ourselves. So we were few people that figured out or decided Bien, that donc this on was était not possible. We had to raise questions, we had to ask questions. Donc il fait partie d'un groupe de gens qui se sont réunis, ils ont voulu discuter, et ils se sont posés des questions. Des questions pour finalement savoir qui était responsable. Les politiques, les banques, d'autres, nous-mêmes. Ils ont appelé un forum civique. Et ils ont demandé à tous ces gens, les hommes politiques, les banquiers, les autres et eux-mêmes, à venir
discuter, à venir témoigner dans ce forum. Ils leur ont posé toutes sortes de questions. Ils ont pour ça loué le plus grand théâtre national en Islande. Et tous ces gens sont donc venus sur scène pour discuter. Le but n'était pas d'accuser, le but était juste de poser des questions pour avoir des réponses. Et le fond ou la dernière réponse qu'ils voulaient avoir, c'est finalement qu'est-ce qui s'est mal passé et non pas qui a fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui s'est passé. And I must apologize for when you have a translator, you always lose the point. So this is probably going to be a little, offbeat. You must remember that Iceland is a very, very unique country in that way. We are only 320,000 inhabitants. I took the train from Gatwick to London yesterday. Il faut se souvenir que l'Islande est un pays unique, en ce sens où il ne compte que 320 000 habitants. Alors hier, monsieur a pris le train entre Gatwick et Londres, et il est certain qu'il a passé plus de maisons sur ce trajet de train qu'il y en a en Islande. Ça permet de faire beaucoup de choses très rapidement en Islande, de tester des choses assez facilement et d'implémenter de nouvelles politiques. Chose qu'on ne peut pas faire aussi facilement en Europe. Mais il n'y a pas uniquement une crise politique et économique en Europe, une crise financière, il y a également une crise de l'Europe. Car d'une part, nous sommes exclus, d'autre part, il y a également les habitants d'Europe, les Européens qui choisissent de ne pas participer et de ne rien faire aux choses qui vont mal. Tous les jours, on peut voter, non seulement en participant à des élections, à des décisions, mais on peut également voter avec son portefeuille, en achetant des choses, en décidant de ne pas en acheter. On peut, de cette façon-là, également choisir le système dans lequel on vit. Not by going to the polls and crossing off some questions, but with your wallet. You go and buy things, and you choose not to buy things. That's how you vote in a modern society. We do that every day. And by doing so, we choose the system we live in. We can see this clearly just by looking at this room here. We are discussing the future of Europe. We are participating in what should be some kind of a solution for every one of us. We are in the middle of Europe. On voit donc ça très bien quand on regarde cette pièce. Nous discutons du futur de l'Europe. On discute d'une solution pour chacun d'entre nous. Nous nous trouvons physiquement au milieu de l'Europe et que voit-on? Il y a 60 participants aujourd'hui. Je suis désolé d'être un peu dur avec vous, mais le cas ici est quand même assez parlant. On ne veut pas aujourd'hui participer, ou les gens ne veulent pas aujourd'hui participer. Donc nous, on ne peut pas les forcer non plus, on peut juste les informer. Si les gens ne viennent pas, il faut les informer. Je suis allé en Espagne il y a quelques jours, et là, les gens non plus ne participaient pas. Et on disait le plus grand problème ici en Espagne, c'est justement d'avoir des participants en réunion. Ce qu'on constate, c'est que les gens veulent juste être guidés. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Si tout le monde veut être guidé et que personne ne se lève, alors où va-t-on? Il y a un danger. En Europe, nous avons reçu le prix Nobel de la paix, parce qu'il n'y a pas eu de guerre pendant une période plus ou moins longue. Aujourd'hui, le danger que quelqu'un se lève en tant que guide, avec un agenda plus ou moins caché, cela nous mettrait vraiment en danger. Cela existait avant, donc si on n'invite pas les gens de participer soi-même, on risque effectivement d'aller vers une situation de dictature. So if we do not participate, if we do not do something about it, if we do not figure out a way how to invite people to participate, this will result
in something like that. A dictatorship. Boy, I sure know how to kill a party. So, what do we do? How do we do those things? Do I know? No. Would I like to do something about it? Yes. I think it's absolutely necessary for a group like this, for a group like my group, for a group like all the groups we've been talking to implement the media in one way or the other. Est-ce que moi je ne le sais? Est-ce que moi je le sais? Non. Est-ce que je veux y faire quelque chose? Oui. We have been discussing. Il est fondamental pour un groupe comme celui-ci d'exister dans les médias, de faire passer des idées. C'est ce qu'on a essayé de faire en Islande. Nous étions là à discuter et puis on veut apporter cette discussion ici à Bruxelles. Ralph l'a également bien compris, mais je vais essayer d'expliquer ici aussi. Nous voulons rencontrer des responsables européennes, des personnes également comme Christine Lagarde, pour pouvoir discuter. Ralph a émis une idée hier qui peut marcher ici, c'est simplement d'impliquer les gens. Not to pinpoint and blame, just to ask. And I believe Raf has introduced to me yesterday an idea I believe can work to do this. And this will also just be a one small step in implementing people, but I think it's a very, very important step in doing so. Yeah, enough of that. I would also like to talk a little bit about what I have been doing in Iceland. I formed an association called the Association of Debtors. And the reason for me doing that is because perhaps I was a little irresponsible myself before the crash. And I perhaps Discutons un peu de ce qui s'est fait, de ce qui s'est passé en Irlande. En Islande, pardon. Et de ce que monsieur a fait en Islande. Il a créé une association de personnes endettées. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que lui aussi, juste avant le crash, il était responsable, parce qu'il avait accumulé trop de dettes lui-même. Durant le crash, ou juste après, la couronne islandaise s'est effondrée et la dette de monsieur a augmenté, c'était une hypothèque, a augmenté de 50-60% puisque son emprunt était lié à des devises étrangères. Il a donc créé une association qui attaquait les banques. Bon, expliquer toute la procédure serait bien trop longue, mais en gros, à chaque fois qu'ils ont porté un cas devant la justice, ils ont gagné. Leur but n'était pas de minimiser leurs responsabilités propres, ils voulaient également montrer que si eux avaient emprunté de l'argent, c'est parce que des banques étaient également prêtes à donner cet argent. Et en Europe, on connaît le même problème, que ce soit pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande. Le problème est à chaque fois, non pas le fait, ou pas uniquement le fait d'avoir trop emprunté, c'est également pour d'autres parties comme l'Allemagne d'avoir trop donné. Je demande du soutien, c'est le problème du soutien européen aujourd'hui d'ailleurs. Je demande donc du soutien, quelqu'un me prête de l'argent que je ne peux pas rembourser. En conséquence, les banques sont plutôt fâchées et vont donc demander à des gens comme vous et moi de rembourser cet argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que l'on veut, en tout cas le groupe de monsieur, c'est de sauver l'économie. Ce n'est pas d'abord de sauver les banques. Une fois que l'économie est sauvée, on pourrait travailler au banques après. And this is the problem we are seeing today. We are saving the banks, but not the economy. We want to save the economy, and after that, the banks can arise. Then you lose the line. But anyhow, if we think about the problem as I have been trying to explain it,
not to say that is the correct explanation, it's only my explanation. We are in a better situation to ask questions. So if we would be able to hold a meeting here and we could get all the big canons to participate in such a meeting, we could ask questions about why are you not doing that instead of that, and etc. People often assume that it's impossible to get to those people, that is, the high-ranking officers. I don't agree. Bien. Si on réfléchit au problème, et ce n'est que l'explication de monsieur, on est mieux placé de se poser des questions. Donc, on a créé ce forum, cette plateforme de discussion, et on a demandé aux responsables de venir, et puis on leur a posé des questions. Alors, pourquoi vous faites ça et non pas ça, etc. On pense souvent ici qu'on ne peut pas rencontrer les responsables politiques, les gens qui prennent des décisions, mais ce n'est pas vrai. Bon, en Irlande, c'est plus facile, on rencontre le Premier ministre dans la rue, ça permet de rencontrer d'autres personnes par après. Mais ils ont également écrit une lettre au Fonds monétaire international, à Dominique Strauss-Kahn, et cette personne a répondu. C'est donc possible d'avoir un contact avec ces gens. Bon, après, monsieur c'est un peu plein du traducteur qui lui fait perdre le fil de ses idées. Donc, il ne va pas en dire beaucoup plus juste là maintenant, mais évidemment, vos questions sont les bienvenues. Il est sûr d'avoir oublié de dire plein de choses, beaucoup de choses, et donc il ne peut pas en dire beaucoup plus maintenant. Mais on est là toute la journée, donc faisons pour le mieux, échangeons les informations. Il est disponible pour discuter avec vous après. But as I understand, we are going to be here today, and we are going to have an informing and an interesting and a fun day. So let's make the most of it. Let's get information from each other. And yeah, if I remember something I was going to say, I will just interrupt and say it, right? Okay. But I would like to put forward in a situation in this strike is to ask, first of all, why? Why are you doing what you are doing? Secondly, I would like to ask, how are you going to Ce que je voudrais leur demander aux responsables durant cette grève, c'est pourquoi faites-vous ce que vous faites? Deuxième question serait, comment allez-vous réformer l'économie ou relancer l'économie avec plus de plans d'austérité qui tuent cette économie? Et trois, pensez-vous réellement que vous pouvez réformer et ensuite redémarrer l'économie? Non, pensez-vous réellement que vous pouvez d'abord réformer et assainir l'économie, donc redémarrer l'économie, et puis seulement sauver les banques? Redémarrer l'économie voudrait dire permettre aux gens d'entreprendre, de créer des échanges d'argent qui serviraient ensuite à réapprovisionner les banques et non pas l'inverse. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Through the people to the banks instead of through the banks to the people. So yeah, I think those are the questions I would like some answers to. Excellent question, and actually one of the points I forgot to mention before. Because people all over Europe are talking about the Icelandic miracle, so-called, that we are booming our way out of the economic recession. And there is only one reason, no, exactly, there are two reasons for Iceland to come ahead after the crash as it came out. Firstly, we let the banks fail because the banks in Iceland were so big the government couldn't save them. So we had to let the banks fail.
What happened by doing that is the damages were taken away from the Icelandic people, who really did not do anything wrong, and they were put on the shoulders of the foreign creditors, mainly German banks. And they took a huge hit of the bankruptcy of the Icelandic banks. And in our opinion, that's the way it should be. So that's the first reason for Iceland. Partout dans le monde, ou en Europe, on parle du miracle islandais. Il existe deux raisons par lesquelles ils ont pu se relever aussi vite. Premièrement, en Islande, on a laissé les banques faire faillite. Elles étaient trop grandes pour être sauvées par le gouvernement. Donc les conséquences n'étaient pas nécessairement, donc les conséquences d'une faillite des banques n'étaient pas nécessairement sur les épaules des Islandais, mais sur les épaules des créditeurs qui étaient tous étrangers et qui avaient d'énormes positions dans les banques islandaises et principalement des Allemands. Deux, l'Islande a sa propre devise. Donc, ils ont pu dévaluer leur devise, la couronne islandaise. Cela a donné un coup de fouet à l'exportation chez eux, principalement la pêche et le tourisme. Et maintenant, il y a beaucoup de touristes en Islande, c'est en effet beaucoup moins cher pour nous d'aller là-bas. Il existe donc deux raisons principales pour lesquelles ça fonctionnait. Maintenant, on voit que ces deux raisons, elles n'ont pas fonctionné dans des pays comme l'Irlande, qui ne peut pas dévaluer sa devise, l'euro, et où n'a pas laissé faire faillite aux banques. Il y avait une trop grosse pression derrière pour ne pas le faire. Donc en prenant ces mesures, ils ont montré que même en laissant faire faillite aux banques, eh bien, le soleil s'est quand même levé le lendemain, ils ont pu continuer à vivre. Quant à la question comment avez-vous travaillé en Islande avec les médias, mais en fait ils ont pu travailler assez facilement parce que comme il y a très peu d'habitants en Islande, on a tout de suite un beaucoup plus grand impact. Monsieur avait créé son propre blog, il a pu sensibiliser une poignée de personnes, et même 10 personnes, ça fait beaucoup de monde en Islande. C'est donc très facile également d'apparaître à la télévision ou d'avoir un écho dans les médias. C'est beaucoup plus difficile de faire ça ici, néanmoins il faut rester bien concentré, il faut écrire aux hommes politiques, il faut écrire aux médias, il faut poser les bonnes questions. Mais c'est sûr que chez eux, leur petite taille leur a donné un avantage certain. Trying to be focused and write to the newspapers, write to the politicians. You can come into the media. You don't always have to make things happen. You don't always have to protest. You can also come into the media by asking questions and be relative. So, I think I've answered the questions, but of course, we enjoy the being so small. Donc la question c'est le constat que la plupart des gens ne s'engagent pas, mais veulent être guidés. Quelle est la conclusion de ça? Est-ce que la conclusion est alors de l'orateur en disant oui, ça veut dire qu'il faut construire un parti ou un courant ou une organisation qui peut prendre ça en main? Est-ce que c'est ça sa conclusion ou pas? Yeah, the standard of living has gone down. No. What happened in Iceland by devaluating the krona? Okay. Everything we import, that is, has become more expensive, as you said correctly, but unemployment has not risen, and that's the important factor. You have always these two factors, unemployment and Bien, sur la question sur le niveau de vie en Islande, c'est vrai que le niveau de vie a diminué en Islande. Et que quand on a dévalué la devise, effectivement, tout ce qui est importé devient plus cher. Mais ce qui s'est passé en Islande, c'est que le chômage, le taux de chômage, le taux d'emploi n'a pas été impacté.
tout en dévaluant la devise, on a pu garder un taux d'emploi identique, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, dans un pays comme l'Espagne, où le taux de chômage a fortement augmenté, particulièrement parmi les gens qui ont moins de 25 ans. Donc, ces gens qui sont au chômage ne sont plus productifs et coûtent de l'argent. Les mesures qui ont été prises ici ou en Espagne, elles coûtent de l'argent. Eux, ce qu'ils ont voulu, c'est justement limiter ces frais et garder un taux d'emploi stable. A tiny little video, but it doesn't matter. I can't find it on the internet here, so it's not important, and it is just about how we as people sometimes assume that bankers and politicians are crooked. But sometimes we have to look at ourselves. That was the meaning of the video, so you can just... There were two questions also before I would like to ask. The first one about the referendum yesterday, and as stated, 50% turnout, which I think is good, even though I lost. And 60%, over 60%, said yes to the new constitution, that is, the draft for a new constitution. This sounds like an enormous success, really does. But we have to bear in mind what happened in Iceland just before the election, the debate between the clashing groups. It went from being a good idea, as I said before, into being a political farce. So the politicians, they took this good idea, this good proposal, which was to reinstate the constitution or rewrite the constitution, and they made it into a political farce. And the government just wanted to change the constitution so it would be easier for us to gain membership with the European Union. The opposition did not want to change the constitution because they did not want to go into the European Union. And the people and the discussion in the Icelandic society was that we had to change the constitution so we wouldn't have another crash. So the debate was way off. When you read the new constitution, there is nothing there that would prevent another crash. If you read the old constitution, there was nothing there that implemented the crash. So we forgot to answer the most fundamental question before we went into this process, and that is to say, what is wrong with the old constitution? And in my opinion, our old constitution is pretty good. Of course it needs some... Donc tout d'abord, par rapport au référendum d'hier, but it's good. Il y a une participation de 50% de la population, ce qui est un bon taux. Et oui, effectivement, 60% des participants ont voté pour une nouvelle constitution. Cela semble également un grand succès. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en Islande juste avant le vote. Le débat politique qui existait et qui était bon a tourné en une véritable farce. On a pris la proposition de réécrire la Constitution comme débat, et ensuite on a tourné en farce. D'une part, les politiques voulaient utiliser cette Constitution ou cette opportunité pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Alors que l'opposition, elle ne voulait pas adhérer à cette Union européenne. Et puis les gens, eux, ils pensaient qu'il fallait cette nouvelle Constitution pour éviter un nouveau crash. Quand on lit la nouvelle Constitution aujourd'hui, il y a dans cette Constitution rien qui empêcherait un nouveau crash de se passer.
Et quand on lit l'ancienne constitution, il n'y a rien dans cette constitution qui prévoyait ou qui allait permettre à un crash de survenir. Le bon processus, c'est d'abord de voir ce qui est mauvais dans l'ancienne constitution et de changer ce qui est mauvais dedans. Lui, il pense que l'ancienne constitution était plutôt bon. Et quand on regarde, quand on change, et surtout quand on change cette nouvelle constitution, on risque également autre chose, c'est que de mauvaises personnes prennent justement le relais et guident les autres dans la mauvaise direction. Après le crash financier en Islande, on a organisé des élections selon la constitution en cours. Ils ont également demandé au président de poser des questions sur les discussions en cours. Alors les gens, ils ont donc utilisé l'ancienne constitution pour pouvoir sauver le pays. Ça a été fait selon l'ancienne constitution. Et c'est la même constitution que celle d'autres pays scandinaves tels que le Danemark, la Suède, etc., considérés pourtant comme des pays ayant une bonne constitution. Par rapport à la deuxième question, ils ont, eux, en Islande, essayé de créer un nouveau mouvement politique. Un mouvement civil qui a participé aux élections. Donc c'est un mouvement qui a été créé après la chute du gouvernement, qui a participé aux élections, et lors de ces élections, ils ont rassemblé 8% des votes. Donc sur les 63 membres que forme le gouvernement, ils ont eu 4 élus, ce qui est considéré pour eux comme un grand succès. Seulement après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou ce qui s'est passé donne plutôt matière à réfléchir, notamment sur le comportement humain. Les 4 membres qui avaient été élus ont quitté le mouvement et ont fait ce que eux considéraient comme étant bon, mais chacun de son côté. Et n'ont donc pas fait ce qui avait été déterminé par les électeurs. Ça leur a pris beaucoup de choses. Alors, selon monsieur, il est donc vital de créer un groupe, un mouvement, une alliance et de s'organiser. Car on s'oppose finalement à un mouvement très structuré, la politique, les banques. Il faut donc s'organiser, faire un résumé de ce qu'on veut, faire des petites phrases et les donner aux médias, avoir un message clair. Si vous venez ici juste en dilettante, juste pour participer à une discussion, vous faites finalement la même chose que tous ces autres gens là dehors. Et on termine frustré et rien ne se fait. Si personne n'écoute ce que vous avez à dire, c'est que vous avez certainement une mauvaise chose à dire. Il faut donc s'organiser, avoir une certaine représentativité. C'est dur, car il y a de personnalités et de nombreuses personnes dans cette salle, parfois très diverses. Ce que moi je veux n'est peut-être pas la même chose que ce que vous voulez. Il faut donc chercher un compromis, car il y a beaucoup de groupes, et tous les groupes veulent autre chose que les autres. Et pourtant, il faut avancer. On parle des 99%, les autres, Occupy Wall Street, etc. Tous ces gens-là sont là pour protester. Mais maintenant, il est temps de trouver des solutions, d'implémenter, de mettre en œuvre ces solutions, et surtout de chercher un compromis entre toutes ces différentes tendances. Voilà. How to do that? That's extremely hard because we are extremely diverse. What you want is probably something totally different from what I want. But somehow we have to agree upon how are we going to make the society work. So we have to compromise. What we want here as a group is probably, and I'm sure it is, totally different from what another group wants. But we have to make things work. So we have to compromise. And that is the flaw of all those protesting groups all over Europe, the 99% in Wall Street, Occupy Wall Street. We are to protest. Now we need to implement solutions because we have pointed out the flaws. Now it's our turn
to compromise, to figure out how can we make our solutions relevant in society so society will keep on working. You got it? La question était par rapport aux faillites des banques. Quel a été l'impact sur les travailleurs des banques? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Je vais en rajouter un petit quelque chose. Quand on sait que chez nous, en Belgique, quand les banques étaient à la limite de la faillite, avec les gouvernements, les ont aidés, évidemment, pour éviter le nombre de personnes en possession. C'est un peu le rôle aussi du politique, en tout cas en Belgique. Many workers lost their job who worked before in the banking sector in Iceland. It's no denying that. And they have since had to move on, taking another jobs, paying less, but most of them have jobs today because the economy kept on going. In Belgium, you had almost the fail of the Dexia bank, right? And that bank was pour répondre à la première question, effectivement, beaucoup de gens ont perdu leur travail dans les banques en Islande, ça il ne faut pas le nier. Ceci étant dit, beaucoup de ces gens-là ont également retrouvé du travail parce que l'économie a continué à tourner. En Belgique, Dexia a été sauvé par le gouvernement, mais ça n'a pas été, il était très clair là-dessus, ou très explicite, ça n'a pas été pour sauvegarder l'emploi, ça a été plutôt pour sauver la banque et les créditeurs de la banque. Les gens auraient quand même perdu leur travail. Ils pensent que le gouvernement aurait... ça aurait été quand même moins cher de laisser partir cette banque à la faillite et de payer par exemple le chômage pour ces gens. Donc ça c'est la réponse à la question. Si on veut changer un système, il faut également être prêt à souffrir. Des gens, oui, perdront leur travail et c'est très triste, mais on n'a pas trop le choix non plus, il n'y a rien à faire d'autre. Concernant la garantie bancaire, elle fait partie de la législation européenne. Elle n'existe pas en Islande et c'est ce qui a justement créé des disputes avec les gouvernements néerlandais et anglais du Royaume-Uni. Les banques ont fait faillite, les dépositaires étaient finalement face aux créditeurs et ce sont les dépositaires qui ont eu leur argent de retour mais sur les restes de la banque, la valeur immobilière, etc. Donc si les banques européennes font faillite, il est convaincu que l'Europe ne pourra assurer la garantie bancaire et c'est d'ailleurs ce qui cause l'inquiétude d'aujourd'hui. Quand on aura ce qu'on appelle un run on the banks, donc tous les gens qui vont en même temps à la banque chercher leur argent, cela empêchera réellement d'assurer et de payer cette garantie bancaire. There is no way the politicians or the European Union or the state could fulfill the depositors' guarantee. There's no way. That's what they are worrying about now. And that's why they are trying to keep the ball rolling. Because they know if there would be a run on the banks, there's no way the Depositors Guarantee Fund could keep up with its promise of repaying, I don't know how many, 40, 50, 60,000 euros.